Bonjour, on est le 3 mai 2018 et je vais commencer à entamer des bribes d'explications concernant la lumière. Quand je dis des bribes, parce que je reviendrai dessus, hein, on ne peut pas expliquer la lumière, je veux dire, assez facilement comme je vais le faire aujourd'hui. Mais ici, je vais donner quelques petites explications concernant la lumière et on va dire ces propagations, diverses propagations. Et ce qu'est la lumière en gros. En gros. J'ai bien dit en gros parce que je reviendrai plus tard sur des explications, je veux dire, qui sont, je veux dire, euh, plus précises. Euh, euh, voilà. Ici, je vais tout simplement émettre des petites explications compréhensibles un peu par tout le monde. Puis par après, je descendrai dans d'autres vidéos, dans des explications, je veux dire, qui sont un peu plus complexes pour monsieur tout le monde. Voilà. Et celui qui veut comprendre la lumière par et aller en plus en détail à ce moment-là, bon, il faut plus d'explications que ce que je vais donner ici. Bon, tout d'abord, la lumière. Qu'est-ce que cette chose-là? Mais la lumière, on ne sait pas en parler s'il n'y a pas un détecteur de lumière. On ne sait pas en parler du tout. Sans détecteur de lumière, il est clair et précis, clair et net que la lumière n'existe pas. N'existe pas. Elle n'existe pas parce que le détecteur ne le détecte pas. Donc, tant que le détecteur ne détecte pas la lumière, s'il n'y a pas de détecteur, ben, euh, les détecteurs n'existant pas, ben, la lumière n'existe pas. Puisque le détecteur n'existe pas pour voir la lumière. Pour le détecteur, la lumière n'existe pas. Voilà. Si le détecteur n'existe pas, ben s'il n'y a pas de détecteur, la lumière n'existe pas. C'est clair et net. Voilà. Par contre, s'il existe un détecteur, ben, là, à ce moment-là, le détecteur peut observer, faire des observations concernant la lumière. Donc là, il peut observer que la lumière existe. Donc l'existence de la lumière dépend, je veux dire, du système de détection. Bon, pour tout ça, pourquoi? Pour vous dire quoi? C'est très important ce que je veux vous dire là. À la création du Big Bang. Bon, qu'est-ce que ça veut dire Big Bang? Big Bang, c'est le grand boom. Grand boom. Ce qui est en fait erroné parce qu'en fait, dans l'espace, il y a, je veux dire, qui est constitué de vide, ben, on ne peut pas avoir un grand boom, surtout à la création, puisqu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit. Le bruit n'existe pas, puisqu'en fait, on est dans le vide. Donc, le Big Bang est un nom erroné. Ça n'existe pas, le Big Bang. Ça n'aurait pu ne pas exister sous ce nom vocable-là. Un grand boom n'existe pas dans l'espace, puisqu'il n'y a pas de boom. Il n'y a pas de boom, puisqu'en fait, il y a le vide. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Donc, vous voyez que pour qu'il y ait un grand boom, déjà, il faut qu'il y ait, je veux dire, un support qui puisse faire en sorte que le son puisse se propager. Donc on est bien dans les systèmes de propagation. J'expliquerai les systèmes de propagation plus tard, hein. Donc au travers des ondes, c'est ce que j'ai dit. Bon, ici je vais voir la lumière, mais on a la propagation de la lumière et du son. Propagation d'ondes. Voilà, je vais déjà un peu trop loin parce que je parle d'ondes. Bon, le son est une onde, comme la lumière est une onde, et ça se propage, tous les deux se propagent. Voilà, je vais déjà un peu trop loin, j'ai déjà dicté quelque chose que j'aurais pas dû dire, ben voilà, onde, j'aurais dû pas utiliser ce mot-là. Parce que je dois définir la lumière, et voilà, je viens d'utiliser le mot onde. Donc, au travers du son, on sait bien que le son ne passe pas s'il n'y a pas, je veux dire, un support qui permette au son de se propager. Donc, comme on est dans le vide, le grand boom n'aurait pas existé, puisqu'en fait, il n'y a pas eu de boom. Il n'y a pas eu de boom. On peut appeler ça autrement, mais il n'y a pas eu de boom. Quoique toutes les théories du Big Bang, je veux dire, ici, c'est pas une vidéo sur le Big Bang, donc je vais pas commencer à faire avancer certaines choses sur le Big Bang, parce que bon, c'est pas une vidéo sur une Big Bang, mais sur la lumière. Voilà, donc le son existe déjà s'il y a un support de transmission. La lumière existe s'il existe un support de transmission, mais le son
existe s'il existe un détecteur de son. Comme la lumière existe, s'il existe un détecteur de lumière. Voilà. Voilà. Bon, mais le premier détecteur de lumière, ça a été l'être humain. Enfin, c'est le cerveau humain qui a la capacité de, on va dire, de percevoir, enfin, on va dire d'analyser les sons et d'analyser la lumière. Son et lumière sont analysés par le cerveau humain. C'est le cerveau humain qui analyse tout ça. Bien sûr, au travers des détecteurs qui sont pour le son, l'oreille, hein, le système d'oreille, hein, puisqu'on a l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne, et la lumière au travers d'une lentille qui est l'œil. Voilà. Donc, sans lentille, ben, sans être humain, ou sans animaux, hein, parce que les animaux possèdent des yeux aussi, tout système qui possède un système de détection de lumière, mais en fait, il peut apercevoir que la lumière existe. S'il n'y a pas d'être humain, ben, l'être humain, comme il n'existe pas, il ne sait pas dire qu'il y a de la lumière dans l'univers. Voilà, c'est ça que je veux dire. La lumière existe parce qu'en fait, elle est observée par un système de détection. Et le premier système de détection, c'était l'être humain et les animaux qui avaient, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça un capteur propre pour détecter la lumière et aussi pour détecter le son, parce que bon, pour le son, c'est les oreilles et pour la lumière, c'est les yeux. Bon, faut savoir aussi. Enfin, je me répète assez souvent en disant faut savoir, mais c'est vrai que dans une des vidéos, j'ai dit combien de fois faut savoir. Je m'en rends compte, je dois plus répéter ça. Voilà. Mais si je prends les plantes, en fait, elles sont sujettes à la photosynthèse. Elles n'ont pas d'œil, mais bon, elles se sujettent bon, à l'interprétation de la lumière au travers de réactions chimiques qui est la photosynthèse. Donc voilà, les fleurs les fleurs qui sont des êtres vivants comme les êtres humains, mais ce ne sont pas les mêmes êtres vivants. Déjà là, dans la définition d'être vivant, il faut distinguer. Hein. L'être humain est doué d'un cerveau, le chat est doué d'un cerveau, voilà. Donc il répond à des stimuli qui sont plus, je veux dire, plus importants bon, la plante répond à des stimuli, mais qui sont toujours de même nature. Par contre, l'être humain répond à beaucoup de stimuli. Hein. Bien que tous les deux ont besoin de manger, hein, ils ont besoin de manger, bien sûr de déféquer, ils ont besoin de déféquer, de répondre à des stimuli, de croître, hein, de croître, la plante peut croître, hein, comme l'être humain peut croître, il est enfant, et puis après, bon, il devient adolescent, puis après, il vieillit, puis le système de maturation, il atteint son âge critique pour, je veux dire, voilà, ne plus exister. Bon, donc, aussi bien les plantes et les êtres humains peuvent, enfin, les êtres vivants que sont les êtres doués d'un cerveau hein, que les plantes, hein, bien qu'ils se distinguent au niveau de leurs cellules, hein, on a la cellule végétale, la cellule animale. Oui, je suis d'accord avec ça, mais ça ne suffit pas normalement pour différencier, je veux dire, voilà, les êtres vivants. Les êtres vivants doivent pouvoir être différenciés parce que lui il répond à des stimuli que la plante ne répond pas. Le cheval, le chien, et le comment on appelle ça, l'être humain, l'être humain, hein, bien, ils répondent tous à des stimuli puisqu'ils ont un cerveau, chose que la plante ne possède pas. Bien que ce sont des cellules différentes, cellules animales, cellules végétales, on appelle ça être vivant parce qu'en fait ils répondent bon, ils peuvent manger, ils peuvent, je veux dire, s'accroître, ils peuvent procréer, voilà, et c'est par là qu'ils appellent ça être vivant. Mais en fait, normalement, il faudrait catégoriser vraiment les plantes des animaux. Voilà. Et des êtres qui sont tout petits, unicellulaires, pluricellulaires, voilà. De toute façon, je crois que c'est déjà fait, hein, la classification est déjà faite. Voilà, et dans les plantes, on a des sous-classifications. Ouais, ils ont déjà tous classifié, sous-classifié. Bon, il y a déjà des travaux qui ont été faits à ce niveau-là pour classifier, sous-classifier l'espèce végétale, comme on sous-classifie l'espèce animale. Voilà, hein, je veux dire, hein, par exemple, si je prends l'ensemble des chiens, ben ce sont les canidés, voilà, canidés. Et alors on en fait tout comment est-ce qu'on appelle ça? Un arbre généalogique. Un arbre, on en fait un arbre.
Et tout au-dessus de là, bon, on en fait même la pyramide, comment est-ce qu'on appelle ça, de la chaîne alimentaire aussi. Alors ça dépend comment on classifie ça. Mais on peut classifier ça de plusieurs natures, plusieurs ordres, etc. Voilà. Donc c'est fait, ça a été fait, le travail là a été fait. Mais voilà. Donc, mais quand on dit généralement dans les écoles êtres vivants, bon, on amalgame tout. Je veux dire, en une seule. Pour avoir plus facile, ils amalgament tout en une seule entité qui est l'être vivant. Mais en fait, pour moi, il y a bien des séparations. D'ailleurs, dans les universités, ils font bien des séparations entre les êtres vivants. Je veux dire. Qui possèdent doués d'un cerveau, et les plantes, il y a différentes classifications des plantes, différentes classifications des êtres unicellulaires, les pluricellulaires. Voilà, tout est fait dans les universités. Par contre, dans les écoles, je veux dire, inférieures, hein, comme ils entament, je veux dire, les études, ils mettent tout dans les êtres vivants. Voilà. Les êtres vivants, pour eux, c'est les plantes. Voilà. Alors que non, il y a des sous-classifications de ces êtres vivants. Bon, tout ça pour vous dire que un être vivant, une fleur ou comment on appelle ça, un, un être doué d'un cerveau, ben, a la faculté, je veux dire, d'interagir avec la lumière. Bon, la plante, c'est via la photosynthèse, mais donc elle n'a pas d'œil. C'est ça que je veux dire, elle n'a pas de système optique qui permettent, je veux dire, d'observer la lumière, mais elle interagit avec la lumière. Bon, par contre, tous ceux qui possèdent un cerveau, ben, qui dit cerveau dit oreille dit œil, et en fait, la lumière, là, à ce moment-là, euh, ils peuvent la voir. Donc, ils peuvent voir et commencer à analyser euh, la lumière. Savoir qu'il y a de la lumière dans l'espace. Voilà. Ben, ils peuvent aussi entendre du son. Voilà. Voilà. Un son qui proviendrait d'un point A, ben, proviendra à l'oreille si, bien sûr, si le son n'est pas trop éloigné. Si le son n'est pas trop éloigné. Voilà. Et idem pour comment on appelle ça? Voilà, une petite bougie, on peut la voir dans un endroit bien plat, environ 30 km. Voilà, 30 km. Petite bougie. Ah, si tout était plat, on peut voir une petite bougie à 30 km. Donc la lumière peut être propagée d'une petite bougie à 30 km pour autant que tout soit plat. Et que tout soit sombre, bien sûr, que tout soit noir. Voilà, dans le noir, bien sûr. Hein. C'est pas dans le clair, parce que dans le clair, on verrait rien. Voilà. Mais dans le noir, complètement dans le noir, je veux dire, à 30 km, on peut observer une petite bougie éclairée. Voilà. Donc ça, c'est possible, ça. C'est possible de voir ça. Donc, il y a bien sûr, on peut voir les astres qui s'illuminent, bah, sont situés à des millions, milliards d'années, euh, voire à des milliards d'années-lumière. Donc ici, malgré tout, on voit quand même de l'éclairement qui sont à des milliards d'années-lumière. Donc c'est pas à 30 km, mais c'est à des milliards d'années-lumière. Et donc, elle se propage de très loin, cette lumière-là. Voilà. Cette lumière se propage. Bon, mais elles sont maintenant, sont dans l'espace, on l'entend pas. Comme je l'ai dit, il y a le vide. Il y a le vide, donc on ne pourrait pas entendre des sons provenant de l'espace. Ce qu'on peut entendre, c'est des sons qui sont proches. Hein, des sons qui sont proches. Hein. Et les vitesses, vous savez très bien que les vitesses ne sont pas les mêmes. Hein. La vitesse de la lumière, je le verrai après, et la vitesse du son ne sont pas les mêmes. Vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Donc vous comptez une seconde, 300 000. Enfin, en gros, hein, je ne vais pas mettre ça avec précision, mais c'est 300 000 km par seconde. Donc, si vous comptez une seconde, mais la lumière a fait, si on compte que le tour de la Terre, euh, tour de la Terre, si je suppose que c'est 30 000 km, si je fais une fois le tour de la Terre, j'ai fait 30 000 km, 30 000, mais j'ai fait 10 fois le tour de la Terre. En une seconde, la lumière a fait 10 fois le tour de la Terre. Voilà. Si on devait résumer ça, à combien de fois a fait le tour de la Terre, voilà. Vous savez que ici, dans ce cas-ci, c'est pas possible. Hein. Faudrait un système optique qui ramène toujours le rayon en cercle. Voilà. Voilà. Parce que normalement, la lumière elle va en ligne droite. Je l'expliquerai par après. Voilà. Donc ça, c'est un système. C'est un petit calcul que j'ai fait pour montrer que combien de fois le tour de la Terre, ça correspondra à combien de fois le tour de la Terre, ce qui n'a aucun sens parce qu'en fait, la lumière va en ligne droite. Elle se propage en ligne droite, à courte distance, bien sûr, parce que voilà, à longue distance, bon, la lumière se courbe. Hein. La lumière subit dans l'espace des phénomènes un peu spéciaux. Et là, la lumière ne va plus en ligne droite, mais d'où certaines illusions qu'on peut voir dans l'espace. Hein, je veux dire, la lumière n'est pas
euh, par segment, elle est en ligne droite, mais si on prend à très très longue distance de parcours, mais j'aime pas parler trop de l'espace parce qu'en fait, dans l'espace, il y a tous des phénomènes un peu spéciaux, des phénomènes spéciaux qui font que bon, on a des grandes distances, des propagations, des espace-temps, voilà. Enfin, on a comment on appelle ça, des phénomènes espace-temps qui vont faire en sorte qu'on va avoir des illusions dans l'espace. Et bon, j'aime pas trop de rentrer dans le phénomène spatial et de parler de métaphysique ou d'astrophysique parce que c'est pas trop mon domaine. Et c'est des choses assez complexes qui se passent dans l'espace, mais c'est pour vous dire que dans l'espace, on peut entrevoir la lumière de mille et une façons, de mille et une couleurs, de façon plane, alors que c'est dans l'espace, donc c'est spatial. Donc on a des couches de peinture, en fait, des tableaux dans l'espace comme un tableau. Moi, je vois des gens qui peignent, je veux dire, ce qu'il y a dans l'espace, les mêmes choses qu'il y a dans l'espace. Voilà, les mêmes couleurs, du bleu, du rosé, voilà, alors que le meilleur des tableaux au monde, c'est l'espace, parce qu'il y a une multitude, je veux dire, de couleurs qui ressortent, qui sont jaillies, je veux dire, du plan de l'espace, du plan. Quand on entrevoit l'espace au travers d'un plan, hein, si on regarde un plan, bien un plan, hein, comme je le dis, hein, parce que normalement l'espace, hein, c'est en trois dimensions. Mais bon, l'être humain n'a pas faculté de voir en trois dimensions l'espace. Il le voit de manière plane. Il le voit de manière plane. Quand on regarde dans l'espace, on voit quelque chose de plan. On voit pas voilà, on voit pas de la 3D, on voit du plan, parce que c'est en face. C'est ce qui se passe. Et donc, on a le meilleur des tableaux qui fait rejaillir toutes les couleurs possibles et imaginables au travers de systèmes en rotation que sont les planètes. Les planètes, les étoiles, hein, les étoiles et les planètes, c'est tous des systèmes en rotation, hein, ils tournent tous. Eh bien, avec les dégagements de matière et les dégagements, bon, bien sûr, vous comprendrez que une planète, elle peut soit s'éclater si elle a été tellement dense en matière, parce que la matière est densifiée à un moment donné, bon, elle atteint des températures tellement énormes avec la densification de matière qu'elle a en son sein, elle explose. Donc en fait, une matière, on peut avoir la création d'étoiles, mais aussi la destruction d'étoiles. Bon, voilà. Voilà. Avec création d'étoiles, avec toute la matière qui vient par gravitation, je veux dire, pour former des planètes, etc., des étoiles. Mais à un moment donné, quand il y a une étoile, par exemple, qui est trop dense en matière, trop riche en matière, ben en fait, et qu'elle atteint des températures très importantes, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, il y a une explosion de matière. Voilà, la matière repart, je veux dire, dans l'espace pour être attirée par gravitation ailleurs, voilà, avec de nouvelles créations de matière. Voilà, la matière voilà, parce qu'en partant, la matière là va se va s'attacher. Les matières, c'est des atomes. On connaît que les atomes qui sont dans le tableau de Mendeleev. Bon, et donc ces atomes-là vont aller s'accrocher avec d'autres atomes pour former des molécules et voilà, et pour former des entités. Peut-être voilà, et ces amas peuvent faire des planètes, créer des planètes. Voilà, par exemple des roches, etc., etc. Bon. Voilà, donc ici, j'ai déjà été un peu trop là pour les explications. Donc là, je disais que la vitesse, ça correspondra à 10 fois le tour de la Terre. Voilà. Alors que la vitesse du son, ça n'a rien à voir, hein. La vitesse du son, c'est 300 mètres par seconde. En une seconde, ben, le son peut euh, établir une distance de 300 mètres en une seconde. Ça n'a rien à voir avec 300 km, 300 000 km à la seconde. Autant dire que la vitesse de la lumière, bon, soi-disant, bon, la vitesse de la lumière est la plus grande, hein, hein, on ne sait pas dépasser la vitesse de la lumière, enfin, quoi, c'est ce qu'on dit, hein, dans l'espace, hein, on ne sait pas on n'a pas encore trouvé des vitesses qui étaient supérieures à celles de la lumière, voilà. Donc c'est la vitesse limite. La vitesse de la lumière est une vitesse limite qu'on ne sait pas dépasser. Et pourquoi elle est tellement grande cette vitesse? Parce qu'en fait, c'est des particules. Si ce sont des particules, bon, plus c'est moins lourd, plus on sait aller vite. Et plus on sait aller vite, c'est parce que c'est moins lourd. C'est parce que c'est tout petit. Et donc, c'est constitué de particules. Donc, on peut s'imaginer que si ça va tellement vite, c'est parce que c'est des particules. Ces particules, c'est ce qu'on appelle des photons. Des photons. Voilà. Donc, la lumière, logiquement, à courte distance, c'est en ligne droite. Mais à grande distance, ben, c'est des lignes courbes.
qui vont provoquer des illusions. Des illusions. Et il y a beaucoup d'illusions dans l'espace, hein. Je vous dis, le meilleur tableau qu'on a, c'est l'espace, avec ces différents, je veux dire, avec cette contraction de l'espace. Ouais, il y en a qui disent qu'il y a une contraction et puis ça va se réduire, ça s'agrandit. Peut-être que ça fait une ondulation comme ceci, hein. Personne ne le sait, mais voilà. On ne sait jamais. Moi, j'en sais pas plus. Bon, je suis pas astrophysicien ni astro. Voilà. On dit qu'il y a une propagation de l'espace, ce qu'on appelle. D'ailleurs, il y a un savant de la région de Charleroi, hein, qui s'appelle, je sais plus comment. Je sais plus comment, qui a contredit Einstein et qui a dit que l'univers était en expansion. Voilà. Bon, et il y en a qui disent qu'il y a le crunch, il y a l'expansion, il s'étend et puis il revient en arrière. Bon, il y en a qui disent ça. Bon, moi, j'en sais pas plus parce que bon, je n'ai pas vu tout ça, mais tout ça pour vous dire que il y a un maître, un chanoine belge de la région de Charleroi, maître, je sais plus comment il s'appelle, qui était un professeur de l'université catholique de Louvain, qui a contredit Einstein, qui a dit que l'univers était en expansion, alors que Einstein disait que l'univers n'était pas forcément en expansion. Voilà. Parce que dans ces équations d'Einstein, bon, il avait omis certaines choses. Il avait omis certaines choses dans ses équations. Enfin, il avait pas pris en considération certaines choses dans ses équations qui font que, bon, il aurait pu prévoir que l'univers est en expansion, mais voilà, j'ai trouvé le nom, c'est le chanoine Georges Lemaître. Georges, ouais, parce que je dis le maître ici, mais c'est Georges Lemaître. Je sais pas pourquoi j'ai sorti le maître ici. En fait, le chanoine Georges Lemaître qui a contredit Einstein. Mais attends, il faut savoir qu'avant ça, quelques années avant, il y avait un Russe qui avait dit aussi la même chose, mais qui est mort en 1927, je crois. Voilà, qui avait découvert ça en 1922, je crois, j'en suis pas plus sûr que ça. Mais en fait, le chanoine, le maître, Georges Lemaître, n'était pas au courant des travaux, bien sûr, de Russe. Et voilà, lui, il a dit que l'univers était en expansion, alors qu'Einstein, bon, avait dit l'inverse, mais il aurait pu trouver que l'univers était en expansion. Voilà, c'est une équation, mais qu'il a mal interprété son équation. Voilà. Voilà, tout ça pour vous dire que le meilleur tableau que l'on a, c'est dans l'espace. Et que bon, la lumière anime l'espace. La lumière anime l'espace. La matière, en fait, la matière et énergie, on a la matière, création de matière. Bien sûr, création et destruction, comme je l'ai dit, hein. On a des amas qui se font et puis après on a des explosions. Donc on a création de matière, mais on a aussi des destructions de matière. Voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, hein. Bon, au début, bon, tout s'est basé sur bon, on a eu d'abord l'hydrogène, puis de l'hydrogène avec des réactions nucléaires, on a eu l'hélium. Avec l'hélium, après, avec bien sûr, avec des températures critiques. Pour arriver à l'hélium, il faut des températures critiques, voilà. Et puis de l'hélium, on peut obtenir des triades d'hélium peuvent donner du carbone, voilà, à une température qui dépasse des millions de degrés, je sais pas combien de degrés, des millions, milliards de degrés, je sais pas combien. Voilà, c'est toute une question de température critique qui font qu'on a un nouveau composé qui est créé à partir du carbone. Ben, à partir de là, on s'est encore créé de l'oxygène. Bon, avec par association avec, voilà, peut-être avec carbone et autre chose. On a de l'oxygène. Puis, on peut créer encore du fer à des différentes températures, puis de l'or, etc. Ce que les alchimistes ont essayé de faire, trouver de l'or, mais bon, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas ils n'ont pas le laboratoire qui est l'espace qui peut atteindre des températures immenses de millions de degrés. Voilà. Qu'est-ce qui peut ramener une chose, enfin, un confinement à des millions de degrés, si ce n'est le soleil? Ouais, et le soleil, qu'est-ce que c'est? Mais le soleil, c'est tout simplement, comment est-ce qu'on appelle ça? Dans sa croûte, il y a l'énergie nucléaire. Et là, l'énergie nucléaire, bien sûr, avec la création d'hélium, hein. Création d'hélium, voilà. Et et ce rayonnement, et c'est des millions de degrés, je sais pas combien de degrés qu'il y a, mais c'est énorme les températures qu'il y a. Et le confinement là-bas, il est grand. Donc on ne saurait pas faire. Si je prends par exemple ITER à Cadarache, ben, comment on ferait un confinement pour créer, je veux dire, une énergie extravagante telle que, bon, je veux dire, pas celle du soleil parce que c'est pas possible, mais une grande énergie. Bon, et là, c'est tout le but du jeu de. Je crois que c'est Cadarache au Bouches-du-Rhône, j'en sais pas plus sûr. Mais voilà, ITER dans les Bouches-du-Rhône, je crois. Je suis pas sûr. Mais voilà, allez revoir si ITER c'est dans les Bouches-du-Rhône en France. Voilà, qui est bon
centrale, bon, qu'ils essayent de créer une petite centrale, une mini-centrale solaire, hein, thermonucléaire, voilà, thermonucléaire, comme, comme comme l'énergie nucléaire qui se passe dans le soleil. Dans le soleil, il y a une énorme création d'énergie lumineuse, je veux dire, dans le soleil. Voilà. Je ne sais pas combien de milliards de degrés ou de millions de degrés, j'en sais pas plus, ça il faut aller voir sur internet combien de degrés qu'on a en son sein, mais avec un confinement sans pareil. Le confinement du soleil est très bien fait, il n'éclate pas, parce que tout se passe à l'intérieur de la croûte, et je veux dire, il y a un confinement qui a été fait, je veux dire, naturellement, euh, pour maintenir toute cette réaction nucléaire, je veux dire, en son sein, et bien sûr, émettre, je veux dire, la chaleur, euh, la libération d'énergie au travers de voilà euh, au travers de l'espace. Donc ici bon, le problème c'est que dans l'espace, la lumière bon elle va interagir avec certaines distances, espace-temps. Non, un espace-temps, donc je veux dire, comme l'espace-temps, je veux dire, se contracte, certains disent se rétractent aussi, eh ben, il y a tous des phénomènes spécifiques qui font que la lumière va être perçue comme une illusion. Toutes les études vont faire percevoir, les équations mathématiques seront là, mais on aura une perception en tant qu'illusion. Donc ce qu'on verra ne seront que des illusions de la lumière. Voilà. Parce que c'est à très grande distance. Ce qui est à très grande distance, voilà, faire transparaître, je veux dire, des illusions. Bon, voilà. Alors maintenant, bien sûr, j'ai dit que la lumière existe, s'il y avait un détecteur existant, effectivement, mais si le premier détecteur existe, c'est-à-dire lorsque de la création de l'être humain avait des yeux, donc il pouvait voir la lumière. Et là, il se rendait compte qu'il y avait de la lumière. Mais sans capteur, on ne peut pas dire qu'il y a de la lumière. Même s'il y a de la lumière qui émane dans l'espace, s'il n'y a personne qui voit cette lumière-là, bon, c'est comme si on avait un univers inexistant. euh, en fait, l'univers a un sens, voilà ce que je voulais dire, l'univers a un sens que si on a des êtres vivants euh, qui sont aptes à percevoir le sens de l'univers. Voilà. Voilà. Si l'univers n'aura pas de sens, s'il n'y a pas de, de- je veux dire, d'êtres vivants qui sont capables de synthétiser, d'analyser le sens de l'univers. Voilà. Voilà. Et les plus grands êtres vivants qui peuvent être sensibilisés au niveau du sens de l'univers sont les astrophysiciens, astrophysiciens, euh, les astronomes, euh, enfin tout ce qui est qui étudie, je veux dire, l'espace. Ils y trouvent le plus grand sens possible, alors qu'un être vivant normal ne donne pas de sens forcément à l'espace. Il voit l'espace, oui, il y a l'espace, mais il ne pense pas, il pense à faire ses courses, à aller travailler, il pense pas. Par contre, un astrophysicien, il est toujours en contact avec, je veux dire, avec je veux dire, la physique de l'univers, et donc lui donne un sens concret à l'univers, avec la création de matière et d'énergie euh, euh, qui a permis la création de la Terre et donc la création de l'être humain et des êtres vivants. Et tous les êtres vivants proviennent bien sûr d'atomes et donc de molécules, et ces molécules proviennent de l'espace. Ils proviennent de l'espace parce que toutes les molécules ont été créées dans l'espace. Tous les atomes, les molécules ont été créées dans l'espace, donc fatalement, quand on dit que euh, euh, l'être vivant est un bout d'étoile, ben effectivement, parce que si la matière vient des étoiles, ben fatalement, comme il est constitué de matière provenant des étoiles, c'est qu'il a un bout d'étoile aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que l'être humain est un bout d'étoile. Bon. Donc, qu'est-ce qui prend sens à l'univers? Ben, c'est toutes les personnes qui ont, je veux dire, un contact direct avec les notions physiques de l'espace quotidiennement quotidiennement. Voilà. Mais pour le monsieur tout le monde, ben, les gens ils s'en foutent de l'espace, donc n'ont aucun sens à tirer de l'espace, si ce n'est que de voir s'il va faire du soleil ou pas. Lui, il est content, la personne normale est content s'il a du soleil ou pas, en fonction de la rotation, s'il est en, je veux dire, en hiver ou en été. Hein. En été, on aimerait bien avoir hein, du soleil, donc lui, à ce moment, il va regarder le soleil. Bon, demain il fera bon. Ça va l'intéresser, mais pas plus. Voilà, au niveau météorologie, hein, le soleil l'intéresse. Hein. Les nuages formés au niveau de la terre, bon, il essaie hein, sauf si l'agriculteur va se dire, ouais, demain j'espère il va pleuvoir, voilà. Mais sinon, les gens sont intéressés plus pour, en été, avoir du soleil et d'avoir des vitamines,
de reprendre voilà, des vitamines, la vitamine D, pour avoir de la vitamine D avec le soleil. Voilà. Donc ils sont plus intéressés par ça, mais ceux qui sont en contact direct avec l'espace, qui étudient l'espace, là à ce moment-là, ils ont une observation, je veux dire, qui est quasi quotidienne. Mais pas qu'à l'œil. Bon, à l'œil, on peut voir les choses, bon, euh, dans un plan les plus, bon, qui sont, je veux dire, les plus rapprochés. Mais si on veut voir plus loin, bien sûr, il faut créer des systèmes optiques. Bon, l'œil ne suffit plus. Il faut créer des systèmes optiques, hein, ce qu'on appelle des, des, comment ça s'appelle ça? Je sais plus. Pour voir dans le très grand, il faut pour voir loin, il faut des lunettes d'abord. Pour voir si on voit un bateau en mer. Bon, avant ils utilisaient des lunettes. Puis après il y a eu la paire de jumelles, bien sûr, hein, système optique et la paire de jumelles pour voir toujours le plus loin possible. Paire de jumelles, les lunettes. Hein, il y a eu des lunettes pour déjà voir sur la lune. Puis il y a eu des astros, non, je sais plus le nom. Euh, je sais plus le nom, comment on appelle ça. Enfin, ça me reviendra. C'est un oubli que je viens de faire maintenant. Euh, c'est pour voir dans l'espace, aller voir très très loin dans l'espace. Hein, je me rappelle plus du nom. C'est des, c'est des grosses lunettes astronomiques, si vous voulez, qui permettent d'aller voir très très loin dans l'espace, le plus loin possible, et d'aller étudier l'espace. Le but c'est d'étudier l'espace et ce qui s'est passé, je veux dire, le plus proche du Big Bang. Sachez que le Big Bang, c'est pas savoir ce qui s'est passé à, à- à un moment précis, qui est la constante de Planck. Hein. À un moment donné, on a la constante de Planck. Après, on ne sait plus savoir ce qu'il y a eu juste avant. Voilà. Juste avant la constante de Planck, c'est passé savoir. Mais malgré tout, on sait aller revoir très loin. Et le très loin, comme il y a des déformations espace-temps, ben on peut, le fait d'aller voir très loin permet de, je veux dire, de voir ce qui s'est passé, je veux dire, au proche du Big Bang. C'est de reculer le temps. Voilà. Comme il y a une relation, une interrelation dans le lointain entre l'espace-temps, ben, on sait aller voir, je veux dire, si on va très loin, on sait remonter le temps. C'est un petit peu ça en fait. Voilà. Mais je me rappelle plus de ça. Ça s'appelle une lunette astronomique. Voilà, c'est des grosses lunettes. Voilà. Il y en a au Chili, il y en a dans différents pays pour scruter le ciel. Scruter le ciel. Et voilà. Bien sûr, on peut scruter le ciel avec, bien sûr, avec des appareils spécifiques électroniques qui ne sont pas forcément de lunettes. Rien qu'avec les radiations des ondes, on sait aussi scruter le ciel. Hein. Il ne suffit pas d'aller voir avec des lunettes astronomiques. Mais on sait scruter le ciel en, en retirant des informations, je veux dire, de la cartographie du ciel au niveau des ondes, et alors à partir de là, euh, se dire, bon, ce qu'il en est de certains astres. Attention que quand je dis ce qu'il en est de certains astres, il faut savoir que euh, l'espace, c'est que du vide, hein, bien sûr. C'est comme en fait, c'est la même chose que les atomes. Hein. Les atomes, ce n'est que du vide à l'intérieur. Voilà. Et puis après, on retrouve certaines matières comme les électrons, les protons, les neutrons à certains endroits. Mais en gros, j'avais fait un calcul, c'était tout du vide dans les atomes. Mais dans l'espace, c'est pareil, c'est tout du vide. Mais alors, à un certain moment, on retrouve des étoiles. Et là, il y a des amas de matière, création de matière, hein, avec des projections, etc. Et, quand je dis vide, c'est pas pour le vide absolu. On atteint moins 273 degrés Celsius, c'est-à-dire il fait très froid. Les zones très chaudes, c'est là où il y a les astres qui se forment ou où là, il y a un astre, hein, les zones chaudes, hein, là, il y a des zones chaudes, mais tout pour tout, c'est du vide. Mais quand je dis vide, c'est pas du vide absolu, parce qu'on retrouve les projections de matière, je veux dire, sur 1 cm3, on va retrouver, par exemple, euh, beaucoup moins de matière que 1 cm3, bien sûr, d'un astre existant. Voilà. Quand je dis le vide, c'est pas le vide absolu en fait, bon, parce qu'il y a des projections de matière dans l'espace qui se font comme j'ai expliqué, et comme elles sont attirées par d'autres planètes via la gravitation, ben, en fait elles se baladent ces projections de matière, et donc sur 1 cm3, voilà, on n'a pas tout à fait du vide, on n'a pas tout à fait du vide, c'est pas le vide absolu. Par contre, on a une température s'approchant du moins 273 degrés Celsius. Donc c'est comme, enfin, on va dire, bon, un électron, c'est pareil, c'est aussi du vide, et à un moment donné, on retrouve des photons, des protons, et voilà, des protons, des neutrons, etc., des particules en fait. On trouve des particules. Attention que, voilà, voilà. Donc,
Je sais pas ce que je voulais dire. Ouais, donc on peut voir dans le grand, comme on peut voir dans le petit. Et les systèmes optiques, dans le petit, c'est le microscope. Si on veut encore descendre plus petit, c'est le microscope électronique. Bon, pour les corrections de vue, on a bien sûr les lunettes. Les lunettes, je veux dire, voilà. Avant, il y avait les monocles. Monocles, voilà, un seul verre. Et alors, ouais, on a toutes les corrections possibles de maladies, je veux dire, de l'œil au travers des différents types de lunettes existants pour les différents types de maladies. Voilà. Et donc en fait, tout ça, c'est des systèmes optiques. Hein. Bien sûr, que quand on parle de fibre optique en électronique, bon, c'est un signal, bien sûr, lumineux qui va, je veux dire, traverser le câble qui est un fibre optique. Et on va avoir une transmission hyper rapide parce que c'est une transmission, je veux dire, à la vitesse de la lumière, proche de la vitesse de la lumière. Voilà. Attention qu'ici, il y a des... euh, voilà, la lumière, voilà. Bon, voilà. On a une transmission hyper rapide. C'est pour ça qu'on dit que les transmissions à fibre optique, bon, sont très rapides. Voilà. Bon, ceci étant dit, je dois expliquer ce que c'est que la lumière. Donc j'ai dit que tout ça pour expliquer que la lumière existe, que s'il y a un système de détection qui permet de le voir. Parce que s'il n'y a pas de système de détection, bien qu'il y ait une lumière, il n'y a aucun sens. Et qu'est-ce qui permet de voir le sens de la lumière? C'est tous ceux qui observent, je veux dire, les planètes. Ils trouvent un sens à l'univers, au jeu de matière, d'antimatière, de lumière, d'énergie, etc. Matière, énergie, voilà, voilà. Ils trouvent un sens à tout ça, et donc ils observent donc l'univers, j'appelle les astrophysiciens, ceux qui font les astronomes, etc. Hein, tous ceux qui aiment bien voir dans l'espace au travers d'une lunette, ils veulent voir la Lune, etc., etc., etc. Mais ils essaient de regarder ce qui se passe dans l'espace. Voilà. Donc, la lumière, qu'est-ce que c'est? La lumière, en fait, c'est une interaction. Quand j'ai pris le soleil tout à l'heure, ben, le soleil va émettre de la lumière. Il va émettre de la lumière. Hein. Donc la lumière, c'est quoi? C'est une énergie, fatalement, puisqu'on a une réaction nucléaire ici, à l'intérieur en son sein. Ben, donc fatalement, qui dit réaction nucléaire, des libérations énormes d'énergie. C'est la loi de E égale mc carré. Bon, on va perdre dans l'énergie, dans la réaction chimique, on va perdre de la masse, mais en énergie, on va gagner. Comment on va perdre de la masse? Mais c'est par justement l'équation. Hein. C'est l'équation. Hein, je crois que c'est de l'hydrogène, mais c'est pas l'hydrogène en soi, c'est je crois du deutérium, tritium. Voilà, à partir de là, on fait passer en hélium. Mais pour ça, il y a une perte de masse, une légère perte de masse qui va faire qu'on va avoir une libération immense d'énergie. Et tout ça fait qu'en son sein, on a une libération d'énergie immense qui va créer, bien sûr, euh, euh, de la lumière. Voilà, on a une libération de lumière. Voilà. Donc, tout ce qui chauffe va créer des radiations lumineuses, hein, tout ce qui chauffe. Donc, on peut définir la lumière comme une forme, on va dire comme une forme d'énergie. Voilà, une forme d'énergie qui, en fait, comme je l'ai dit, impressionne la rétine, la rétine, bien sûr, des êtres vivants. Donc, vous avez bien vu que s'il n'y a pas d'être vivant, il n'y a pas de rétine. S'il n'y a pas de rétine, ben, il n'y a pas. La lumière est là, mais la lumière n'a aucun sens. C'est ça que je veux dire. C'est ça que tout ce que j'ai expliqué auparavant, c'est ça. C'est que s'il n'y a pas de rétine, s'il n'y a pas d'être vivant, donc il fut un temps, il n'y avait pas d'être vivant, il n'y a pas la Terre n'existait pas, mais il y avait de la lumière dans l'espace, mais ça n'avait aucun sens. Aucun sens. La lumière dans l'espace n'avait aucun sens. Donc en fait, on va dire que la lumière participe à la création de l'univers et donc création par après la création de la Terre et puis création de l'ADN, voilà, des particules pour former les chromosomes, l'ADN, etc. Et puis création de l'ADN, voilà, des gènes et des êtres vivants, etc., etc., qui a permis la brique pour fabriquer, euh, pour construire le programme des êtres vivants, comme je veux dire, voilà, comme les êtres vivants. Donc la lumière est une forme d'énergie qui impressionne donc la rétine des êtres vivants. Bon, mais maintenant, elle peut frapper aussi, elle peut interagir avec les plantes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. La lumière est une forme d'énergie qui interagit aussi avec les plantes, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au travers de la photosynthèse. Voilà. Parce que s'il n'y a pas d'êtres vivants, mais qu'il y a des plantes, mais les premiers à percevoir la lumière, ce sont les plantes. Et eux, ils vont interagir avec la lumière. Donc il y a un sens à la lumière pour les plantes, alors qu'il n'y avait pas d'être humain au départ.
Il y avait des plantes, mais pas d'êtres humains. Bon, il faut savoir que la lumière, je l'ai dit encore une fois, il faut savoir que je n'aurais dû pas le dire, mais enfin bref, je l'ai dit, la lumière, on peut l'entrevoir comme de plusieurs manières. Elle est constituée, par exemple, soit de photons, qui est de la matière, hein, les photons c'est de la matière, hein, des particules. Je peux l'entrevoir comme des photons ou l'entrevoir comme un système de propagation, je veux dire, d'ondes, voilà, qui se propage à la vitesse de 300 000 km par seconde, et voilà, et c'est toute une ondulation, comme font les vagues d'une eau quand on frappe un caillou, hein, il y a des ondulations, on a une onde comme ceci, hein, quand on a une eau qui est frappée avec des cailloux, ben, ça fait comme ceci, mais là on a une onde propre, hein. C'est une onde qui est, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, je sais plus, je sais plus le nom, l'onde elle est, je veux dire, toujours recréée, elle est toujours la même, c'est pas qu'elle s'atténue, on dit que c'est une onde, je sais plus, je me rappelle plus le nom. Et ça, pour créer ça, par exemple, on peut créer un signal comme ça. Par exemple, en électricité, en électronique, on peut créer un signal comme ça. C'est un entretenu, voilà. C'est un signal entretenu. Le signal est entretenu. Il n'y a pas de perte. Il n'y a pas de perte. Il est toujours le même. Donc, qu'il va d'un point A à un point B, l'onde est toujours la même. Il est entretenu. Donc, autant dire que c'est bizarroïde. Parce qu'en fait, pour créer ça en électricité, il faut un générateur qui va entretenir ce signal-là. Voilà. Parce que dès le moment où on arrête, ben, on aura ce qu'on appelle un amortissement. Un amortissement, donc à ce moment-là, il va se réduire. Donc ici, quand je parle de vague, bon, il n'est pas forcément bien entretenu. Il y a des endroits où il est bien, là un peu moins bien, voilà. Donc quand on dit vague, ouais, vague, mais c'est pas véritablement une onde entretenue pour une vague, hein. Alors que pour la lumière, c'est une onde entretenue. Bon, si elle fait des milliards de kilomètres, cette onde-là de point A au point B, ben, je veux dire, elle est entretenue toujours, elle est toujours la même, elle est toujours la même. Il n'y a pas d'atténuation de l'onde. C'est très bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Autant dire que c'est un signal qui va faire A sinus oméga t plus, plus phi. Voilà. Y de t. Voilà, c'est un signal comme ça. Oméga t avec une pulsation, une fréquence, une pulsation, voilà, et à une certaine phase. Voilà, et A étant l'amplitude, voilà, du signal. Donc elle a une forme mathématique de ce style-là. Donc on jouera, si on joue avec des ondes lumineuses, ben, si on joue, on peut jouer avec des sinusoïdes. Voilà, on peut jouer avec des sinusoïdes. Donc c'est un, comme j'ai mis une onde ici sinusoïdale, c'est ce qu'on appelle un mouvement vibratoire. On a une vibration. Hein. Comme quand on prend une corde, on la fait vibrer, ben on a une vibration. Ici, c'est la même chose. Ça vibre. Mais ça vibre, mais c'est entretenu, c'est ça qu'il y a. Ça s'amortit pas et c'est toujours le même. C'est ça qui est un peu spécial. Donc, et ces vibrations-là, on va dire que ces vibrations-là, ce qu'on appelle une vibration lumineuse, hein, voilà, qui est une onde lumineuse, elles sont très rapides et se propagent donc sous forme d'ondulation comparable à celle créée donc à la surface d'une eau calme par le jet d'une pierre par une personne qui a jeté une pierre dans l'eau. Voilà. Et justement, l'optique, c'est la partie de la physique. Physique, il y a plus de... ouais. La physique, qu'est-ce que c'est? La physique, c'est l'étude des grandeurs, hein. On étudie, bon, on peut étudier des grandeurs mécaniques, des grandeurs électriques, des grandeurs de ce qu'on veut, mais la physique, c'est l'étude des grandeurs en général. Et donc, l'optique, c'est justement une partie de la physique. Bon, la physique, dans la physique, on peut retrouver la mécanique, on peut retrouver, j'avais déjà expliqué plusieurs fois, l'électricité, etc., etc. Ça, je reviens plus là-dessus, mais en physique, on peut retrouver la physique optique. La physique, c'est énorme, hein. Il y a tellement de branches en physique que bon, on peut répertorier la physique sous différentes branches. Il y a encore la mécanique en différentes branches, l'électricité en différentes branches. On a le magnétisme, l'électrostatique, l'électrocinétique, et pas tralali, tralala, bon. Voilà, mais on retrouve en physique une branche qu'on appelle l'optique. Et justement, l'optique, c'est la partie de la physique qui étudie justement les phénomènes où la lumière joue un rôle important. Voilà. Mais attention, les sources lumineuses peuvent provenir ça peut être des étoiles, ça peut provenir d'une bougie, ça peut provenir
d'une ampoule, d'une lampe, peu importe le système optique, ça peut être, voilà, euh, un système grand, petit, moyen, peu importe la grandeur du système, mais c'est bon aussi. Là où il y a de la lumière qui rentre en jeu et il y a il y aura des rayonnements lumineux, fatalement, on va étudier en optique. Alors, avant de démarrer les différents types, je veux dire, comment on appelle ça, avant de subdiviser en sections, donc euh, l'optique, hein, on va voir trois types d'optique, une, deux, trois, je les verrai pas après. Avant ça, je vais voir ce qu'est un corps lumineux. Mais un corps lumineux, c'est un corps qui va émettre, bien sûr, vous aurez compris, de la lumière. Euh, attention, oui, corps lumineux, attention que c'est de la lumière, mais naturelle. Hein. Parce qu'il y a deux types de lumière, il y a la lumière naturelle et la lumière artificielle. Voilà. Donc un corps lumineux, elle peut soit engendrer de la lumière naturelle ou soit de la lumière artificielle. Donc, et le corps lumineux engendre les deux cas de figure, que ce soit de la lumière naturelle. Voilà, un corps lumineux, c'est tout ce qui illumine en fait, tout ce qui illumine hein, hein, est appelé corps lumineux. Mais ça peut être d'origine naturelle ou d'origine artificielle. Bon, si je prends d'origine naturelle, ben, vous comprendrez que le premier qui nous vient à l'esprit, c'est le soleil. Le soleil, bon, je l'ai expliqué tout à l'heure avec la centrale thermonucléaire qui se trouve dans le soleil, comment émet de l'énergie et fatalement émet de la lumière. Bien sûr, il y a d'autres espèces de soleil qui sont les étoiles, bien sûr, qui se trouvent très peu éloignées aussi. Ce sont les étoiles. Donc, un corps lumineux peut être naturel, peut-être par exemple le soleil, peut-être des étoiles. Bon, on a aussi les éclairs. Les éclairs, c'est provenant des nuages, les charges, hein, différence de charge entre sol, sol et nuages, entre nuages et nuages, on peut avoir des nuages plus, des nuages moins, voilà, on peut avoir voilà, des nuages comme ceci, au sol, voilà, on peut avoir du plus moins un petit peu en interaction entre nuages, 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 sol, et voilà, voilà. Et donc ça, les éclairs, c'est ça. Ah, et alors les éclairs bon, peuvent tonner, hein, ils peuvent tonner, donc ils peuvent donner un son, enfin un éclatement. Un éclatement. Comme on est sur Terre, là, on peut avoir des bruits. On peut avoir des bruits parce que on a une propagation qui se fait dans l'atmosphère. Dans l'atmosphère, il y a de l'air. Et donc, dans l'air, fatalement, le son se propage dans l'air. Un des supports de transmission, de propagation de- du son, c'est l'air. Donc, comme il y a de l'air, bon, les éclairs peuvent être entendus. Voilà, quand il y a, je veux dire, un éclair. Les éclatements, les éclatements. Bien sûr, il y a aussi comment est-ce qu'on appelle ça, euh, tout ce qui est arc électrique. Arc électrique, je veux dire aussi, vont créer, je veux dire, peuvent avoir un bruitage avec du son. Bon, enfin, bref, moi j'étais où? J'en étais aux éclairs. Donc, les naturels, qu'est-ce que c'est? On a dit le soleil. On a dit le soleil, les éclairs, les volcans, bien sûr, là où il y a bien sûr, voilà, de la chaleur, fatalement, il y aura de la lumière, hein, fatalement, hein, parce que la chaleur va émettre des radiations. Comme je l'ai dit auparavant, partout il y aura de l'énergie calorifique, de forte énergie calorifique, fatalement vous allez entrevoir des lumières. Des lumières bleues, orange, rouge, peu importe le type jaune, voilà. Ouais, voilà. On aura des types de radiations qu'on verra à un moment donné. On va répertorier les différents types de couleurs qu'on pourra avoir au niveau voilà, des lumières. Je pense à arc, mais les arcs c'est plutôt un phénomène artificiel, un arc électrique. Un arc électrique, il peut avoir un bruit, un bruit, voilà. L'arc électrique est un phénomène artificiel. Phénomène naturel, soleil, étoile, éclair, volcan. Voilà, c'est ça. Et les artificiels, ben je peux prendre par exemple la flamme de bougie, comme j'ai expliqué. Je peux expliquer par exemple un arc électrique. Un arc électrique provoqué par une différence de potentiel, je veux dire, entre une anode et une cathode. On a un arc électrique. Voilà. Je peux avoir ben, tout ce qui est tube électrique, tube à néon, tube argon, enfin, les projecteurs de voitures.
Les projecteurs. Ouais, on dit projecteur de voiture, pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un système de catadioptre sur les côtés. Catadioptre, j'ai expliqué le catadioptre, mais avec un projecteur, c'est-à-dire la lumière, elle est projetée comme ceci. Le projecteur, il projette la lumière, voilà, par rapport, voilà, la diffusion se fait de manière divergente et elle vient frapper le projecteur pour être, je veux dire, un endroit précis. Et donc, les contrôles techniques veulent que la lumière arrive à un endroit bien précis par rapport pour pas, ne pas aveugler les voitures, hein. Si on a une mauvaise divergence, hein, je veux dire, ça va aveugler les autres conducteurs qui sont, je veux dire, dans le sens inverse. Donc, mais le contrôle technique impose d'avoir, je veux dire, un point. Si je suis situé par rapport au projecteur à 3 mètres, enfin, à une certaine distance, hein, une distance L, il faut que il arrive à un point bien précis. Voilà. Ça, c'est le contrôle technique qui impose ceci. Sinon, il faut aller faire je veux dire, un réglage de phare. Hein. Il faut faire un réglage de phare pour repositionner, je veux dire, le point qui soit à un angle bien déterminé, à une position bien déterminée, par rapport à une distance déterminée, bien précise, fixée par le contrôle technique. Et si la voiture, ses projecteurs ne répondent pas, bien sûr, il faut que tous les feux s'allument, hein, parce qu'il n'y a aucun feu qui s'allume, c'est déjà refusé pour le contrôle technique. Mais là, pour le contrôle technique, il faut que, en plus d'avoir tous les feux qui s'allument, il faut que, je veux dire, on ait une bonne projection des projecteurs, je veux dire, projecteur, c'est tout le système qui va projeter le phénomène, enfin la lumière vers le point bien précis. C'est un système étudié, c'est une espèce de boîte où, voilà, qui donc, voilà, projecteur, c'est, on a, voilà, le phare qui est, on a le phare ici, et le projecteur, ben, c'est tout le système à l'intérieur qui va projeter la lumière pour la ressortir avec le maximum de concentration vers l'extérieur. Voilà. Et pour essayer d'avoir la luminosité la plus grande possible, mais qui diverge vers un point, qui converge Ici, au départ, elle diverge, mais après, il faut la reconverger vers un point bien précis. Ici, normalement, le phare, il fait ceci. Ouais. Il ne faut pas qu'il y ait trop de divergence, en fait. Hein. Voilà. Mais il faut que... Ouais, le phare, malgré tout, il a quand même une certaine... Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ici, on va avoir une légère divergence ici, mais on va avoir aussi une convergence. On va avoir de la divergence-convergence. Ouais. Les signaux qui vont taper ici, enfin, propager ici, vont taper l'intérieur pour se converger ici en un endroit bien précis, mais il y en a d'autres qui vont ressortir comme ceci. Mais en fait, ceux qui convergent ne doivent pas converger, je veux dire, n'importe où. Et ça, ce que je disais, c'était bon. Hein. Voilà. Mais par contre, on aura quand même des signaux, enfin des rayons qui vont quand même diverger en partie, hein, en petite partie, fatalement, parce qu'il y a une ouverture de lumière, donc il y en a qui vont un petit peu être divergés. Voilà. Donc, si je prends par exemple le foyer d'un poêle, tout ce qui est donc système de luminosité, hein, lampe qu'on a à la maison, hein, les lampes basse énergie, les lampes, tous les types de lampes pour l'éclairement. Voilà, vous avez un magasin où on vend de l'éclairage, ben, tout ça, ça allume, quel que soit le type de lampe. Néon, argon, krypton, ben, même que ce soit le type de projecteur de voiture, néon, argon, krypton, xénon, on s'en fout. Ouais, ce sont des gaz rares, généralement inertes. Enfin, tous inertes d'ailleurs, c'est même pas que généralement ils sont tous inertes, voilà. Mais quand dans les maisons, on retrouve des lampes à incandescence, des lampes, les vieilles lampes à incandescence, les lampes, je veux dire, basse énergie, les lampes, voilà. Voilà, on a tous les types de lampes, et voilà, et ces lampes-là, bon, émettent de la lumière, ils émettent toutes de la lumière, voilà. Donc, et là, c'est la lumière artificielle. C'est la lumière artificielle, ce que je vous parle là. Donc, la flamme de bougie, c'est la lumière artificielle. Les ampoules, tout type d'ampoules électriques, que ce soit de vélo, de voiture, de camion, de train, de tout matériel circulant pour voir la nuit, ou de projection, pour voir la nuit dans les routes ou dans les habitations, enfin, tout ce qui est éclairage. L'éclairage, c'est immense, l'éclairage, hein, parce qu'il faut tout éclairer pour voir la nuit, hein, pour voir, il faut éclairer. Pour les besoins de l'être humain, bien sûr, parce que bon, quand on est dans un désert ou dans un bois, on s'en fout d'éclairer s'il n'y a personne qui y va. S'il y a personne qui habite, on va pas éclairer. Hein. Bon, c'est pour les besoins de l'être humain qu'on éclaire. Voilà. Et c'est pas parce qu'il y a une personne qui habite dans le bois qu'on va venir éclairer. Je veux dire, pour cette personne-là, ramener des câbles électriques pour des milliers de kilomètres pour l'éclairer, bon, ça m'étonnerait. Voilà. Là, en ce moment, il va essayer de se débrouiller pour un système photovoltaïque et il va créer son propre éclairage de cette manière-là. Ou à défaut, il ira pédaler, pourquoi pas, mais ça m'étonnerait. Voilà. Bon, donc ici, on a dit qu'un foyer au poêle,
un foyer opale peut créer, je veux dire, une lumière artificielle. Voilà, donc on peut avoir des corps lumineux qui sont soit d'origine naturelle ou d'origine artificielle. Et dans l'espace, toutes les lumières qui proviennent de l'espace sont d'origine naturelle et qui font de très beaux tableaux lumineux au niveau de l'espace de toutes les couleurs. Hein. Ouais, en fonction des gaz utilisés par les projecteurs, on a différents types de radiation, donc différentes couleurs. Ça, j'y expliquerai, c'est ce que j'ai dit auparavant. Mais dans l'espace, on a différents types de couleurs ici parce qu'il y a différentes radiations et donc différents des tableaux de peinture, et je veux dire extravagants. Voilà. Et donc tout ça, c'est d'origine naturelle. Et l'artificiel, ben, c'est ce qui est construit par l'être humain pour pouvoir, je veux dire, euh, créer, je veux dire, au départ, les premières ampoules, bon, c'était un chariot qui venait, je l'ai déjà expliqué, avec une perche, il allumait tous les lampadaires. Le lampadaire, là, à ce moment-là, il mettait, je veux dire, bon, il avait une mèche, et là, à ce moment-là, il allumait la mèche pour lampe à pétrole, c'était peut-être des lampes à pétrole, je sais pas. Voilà, mais avant les lampes à pétrole, il y avait autre chose. Hein, et c'était voilà, des mèches avec du bois, et peut-être de la cire ou je sais pas quoi. Voilà, et ils créaient des espèces de phénomènes de bougie qui est une cire avec une mèche qui vient pomper. Voilà, vous allumez la mèche, ça pompe, et après, bon, la cire fait en sorte que, je veux dire, elle va fondre, et vous avez un allumage, je veux dire, jusqu'à la fin de la mèche. Voilà. Donc ça c'est. Là, attention que ça, les lampadaires, les bougies, voilà, tout ce qu'on pouvait avoir comme type d'allumage auparavant, bon, à chaque temps, sa façon de voir les choses pour l'illumination, eh bien, à ce moment-là, bon, l'illumination c'est pour voir, hein. La nuit, on voit plus rien, donc il faut illuminer pour voir. Quand il fait noir, ou alors quand on va dans une grotte, il fait noir, il faut allumer. Voilà. Donc l'illumination, il faut quand on va dans une grotte, il faut un phénomène artificiel pour voir. Quand on est je veux dire, en pleine journée, bon, généralement, on n'allume pas en pleine journée, puisque la lumière suffit de la journée, sauf quand il fait pas clair à cause du temps. À ce moment, il faut peut-être allumer dans les habitations, parce qu'on ne voit pas bien, voilà, voilà. Mais s'il fait bon avec une bonne luminosité, il n'y a pas d'intérêt, je veux dire, d'avoir une lumière artificielle, puisque la lumière naturelle apporte ce qu'il faut. Voilà. Bon, maintenant, je vais voir les différents types comment on appelle ça, d'optique. Voilà, il y en a eu trois sortes. Trois sortes. Donc, comme je l'ai expliqué, donc, elles vont se diviser en trois sections qui correspondent à la fois aux étapes justement du développement chronologique de cette discipline qui est l'optique, et à des niveaux donc de compréhension de plus en plus importants. Vous comprendrez que la science a été faite au fur et à mesure et donc en augmentant ses capacités. La science est on va dire, divergente. Hein. En début, on connaît très peu, et puis de plus en plus, de plus en plus, et puis la science, elle commence à devenir divergente. Les connaissances de la science, à un moment donné, elles deviennent immenses. Hein. Donc, fatalement, il a fallu créer. Là, on avait une partie de connaissances, mais il a fallu faire avec. Hein. Donc, on avait un certain type d'optique. Là, on avait un certain type de connaissances. Ben, on a agrandi le niveau de connaissance, donc on a empilé ça sous un autre nom. Et là, on avait encore un autre niveau de connaissance. On a appelé ça sur un autre niveau. Et donc, ces niveaux de connaissance interviennent à des dates bien précises. Vous l'aurez compris. Hein. C'est les dates qui font les savants à ces dates-là qui ont apporté les connaissances, qui ont fait qu'on a appelé telle optique de cette manière-là ou pas. Et donc, si je prends la première optique, c'est l'optique géométrique. Voilà. L'optique géométrique, c'est la première optique. En fait, elle a été fondée au XVIIe siècle. Et là, elle a étudié tout ce qu'on appelle les tracés géométriques. Bon, ici, je mets des lignes droites. Hein. Pourquoi? Parce que c'est à courte distance. Comme je l'ai dit, à longue distance, on a les phénomènes lumineux naturels d'étoiles. Bon, à ce moment-là, elles se courbent. La lumière se courbe. Hein. Bon, voilà. Pour certains phénomènes que je n'expliquerai pas, hein, je veux dire, voilà. Parce qu'il faut savoir que dans l'espace, en gros, il y a de la gravitation, ça, déjà d'une chose, hein, il y a le phénomène d'attraction, répulsion, voilà. Il y a des phénomènes électromagnétiques, hein, parce qu'il y a des champs magnétiques dans l'espace, et il y a beaucoup de phénomènes physiques qui interviennent, et donc on peut comprendre qu'il y a un rayon lumineux va venir subir les conséquences de toute la physique, toutes les lois physiques qui se trouvent dans l'univers, et donc fatalement, on ne va pas garder, je veux dire, elle n'a pas un paramètre
Je veux dire, il y a plein de paramètres qui vont jouer, qui vont faire en sorte que le rayon lumineux ne sera pas, je veux dire, mais à courte distance, on va considérer que c'est une droite, à courte distance. Voilà, si je par rapport à une bougie, j'étudie une bougie, et j'étudie pas très loin, pas très loin de la bougie, mais je vais considérer que c'est une lumière en ligne droite. Alors que on peut avoir des faisceaux divergents, divergents. Si j'ai une source lumineuse ici, je peux avoir des faisceaux divergents. Je peux avoir un système qui réduit comme ceci, avoir une convergence. On peut avoir un système. Les faisceaux peuvent être divergents, comme le projecteur. Et à un moment donné, le projecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il ramenait pour essayer d'avoir de la convergence. Donc on peut avoir de la divergence, de la convergence, mais on peut avoir aussi un système qui se maintient, je veux dire, avec une divergence la plus petite possible, donc essayer d'aller en ligne droite, et ça, c'est ce qu'on appelle le rayon laser. Le rayon laser, je veux dire, émettre des faisceaux dans la divergence est très faible, inférieur, on va dire inférieur au degré. Voilà, voilà. Laser émet voilà. Donc, autant dire qu'il est très précis et inférieur au degré, c'est très bien. Je veux dire, on peut l'utiliser comme un rayon lumineux, je veux dire, qui va en ligne droite, bien qu'il y ait une divergence d'un degré. Voilà. Et donc, ici, donc ce que je disais, c'est que pour l'optique géométrique, ça a été fondé au 17e. Voilà. 17e, on a eu l'optique géométrique. Bon, donc on étudie géométriquement donc le tracé des rayons lumineux en optique géométrique. Hein, en fait, on fait de la géométrie, rien d'autre. Hein, ce sont des droites. On va considérer que le rayon lumineux est une droite. On va dire que c'est une méthode qui est approchée, mais bien qu'elle soit suffisamment, bien elle est approchée, elle est suffisamment précise pour définir un rayon lumineux. Je veux dire, ben, à courte distance, bien sûr. Encore une fois, à courte distance. De toute façon, à cette époque-là, bon. Je sais pas s'ils étudiaient déjà l'espace au XVIIe siècle, mais je veux dire, ils étudiaient tout ce qui est à courte distance, donc bon, ils n'avaient pas d'astronome pour. Enfin, je sais pas comment ça allait, bon, je vais pas en parler plus, bon, donc ici, bon, tout ce qui est à courte distance, bon, c'était des rayons lumineux en ligne droite, et donc c'était pas à grande distance qu'ils utilisaient ça, donc on n'avait pas les phénomènes courbes, donc courte distance, c'est des droites, et si c'est des droites, bon, c'est suffisamment précis pour définir un rayon lumineux qui va d'un point A à un point B à courte distance. Voilà, et voilà. Et ils pouvaient faire des détails de construction et de fonctionnement des appareils donc d'optique habituels, tels qu'ils avaient à cette époque-là, c'est-à-dire bon, on retrouve les lentilles, les miroirs, les loupes, les microscopes. Oui, ça, le nom que je cherchais tout à l'heure, c'est le télescope. Voilà, il vient de me revenir à l'esprit, c'est le télescope. Tout à l'heure, j'appelais ça lunette astronomique, mais en fait, c'est un télescope. Il vient de me revenir. Voilà, et tout ce qui est appareil, donc je veux dire, qui fait apparaître donc la référence lumière. En ça, je peux appeler aussi que les appareils photographiques bon, sont des appareils, je veux dire, optiques. Les appareils photographiques sont des appareils optiques. Mais qui a donné tout un domaine qui est la photographie, un immense domaine, bon, euh, la photographie. Maintenant, on est au numérique, mais malgré tout, le numérique, il faut savoir beaucoup de choses. Si on veut faire de la photo en numérique, bon, quelqu'un qui fait des études de photo, il va utiliser le numérique, mais malgré tout, il y a beaucoup de choses à voir aussi. Contrairement à ce qu'on. Il y a plus la chimie qu'il y avait auparavant de développement photo, et les phénomènes, je veux dire, un peu spécifiques qu'on pouvait entrevoir, enfin, créer par je veux dire, les compositions qu'ils pouvaient avoir au niveau photographique par les anciens appareils, hein, auparavant. Je veux dire, maintenant, malgré tout, le numérique nécessite quand même de faire des études de photos numériques. Bon, on nécessite, je veux dire, bon, un savoir, un savoir. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. On n'a plus autant le savoir d'antan avec les appareils, les anciens appareils, mais malgré tout, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses à savoir. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, il suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir une photo. Mais si on veut des effets, certains effets, bon, je veux dire, il faut faire des études spécifiques de photographie, bien, même malgré que c'est du numérique. Donc, l'appareil photo est, je veux dire, un appareil optique. Bon, et vous comprendrez que l'œil est un système optique aussi. C'est un système optique. Voilà. Voilà. Donc, en fait, tout ce qui était l'optique géométrique se suffisait, je veux dire, au XVIIe siècle et encore maintenant. Je ferai de l'optique géométrique. Je ferai de l'optique géométrique aussi. Voilà.
Bon, j'avais parlé auparavant que c'est bien. C'est bien l'optique géométrique. À entrevoir comme une ligne droite, c'est bien, hein, à courte distance. Mais il faut savoir que la lumière, c'est une onde. Voilà. Donc, si la lumière, c'est une onde, bon, il y a les limitations de l'optique géométrique qui proviendraient du fait, justement, que la lumière est considérée comme une onde. Voilà. Donc, en fait, il y a ces limitations. Voilà. Et de ce fait, comme il est considéré comme une onde, ben, il est établi donc au 19e, hein, deux siècles plus tard, après le 17e, il est établi donc au 19e siècle qui a impliqué, si vous voulez, que dans certaines circonstances, la lumière se propageait dans des directions interdites par l'optique géométrique. Voilà. Donc, il y a eu des limitations, des contradictions. Voilà. Et donc, en plus de ça, on a trouvé que la superposition, par exemple, de deux ondes de lumière peut engendrer de l'obscurité. Voilà. Donc, ça c'est encore été, je veux dire, une contradiction par rapport à l'optique géométrique. Et enfin, la propagation de la lumière dans les milieux, on va dire, cristalliens, n'obéit pas aux lois de l'optique géométrique. Voilà. Et toutes ces raisons font en sorte que, eh ben, il a fallu inventer une nouvelle optique. Voilà. Qui est l'optique, vous l'aurez compris, qui est le type d'optique ondulatoire, qui a à voir avec l'ondulation du signal optique. Donc, il y a eu des limitations ici. Il y a eu certaines limitations. Ça ne suffisait plus, ben, il a fallu passer à un autre type d'optique qui est l'optique ondulatoire. Donc, l'optique se regroupe en optique géométrique et l'optique ondulatoire, bien sûr. Et à la fin, on verra qu'il y a l'optique quantique. Hein. Vous comprendrez que, bon, le domaine de connaissance s'agrandissant, là, on a des limitations fatalement. Parce que, pourquoi on est limité? Parce que, bah, fatalement, le domaine des connaissances est très petit. Alors, on se rend compte qu'il y a des limitations. Et pourquoi on est limité? Parce que, justement, là, il y a une plus grande science. Qui a derrière. Donc, s'il y a une plus grande science, c'est qu'on est limité par cette science-là. Donc, il faut voir cette science-là de notre manière, qui est de la manière ondulatoire. Et celle-ci ne suffit plus. Alors, donc, on est limité aussi. Limité. Donc, il faut créer une nouvelle science où là, on va faire apparaître plus de choses, c'est l'optique quantique. Bon. Et pour l'optique ondulatoire, ben, elle s'occupe donc de justifier les lois de l'optique donc géométrique. Ça reste, hein, les lois géométriques, elles restent. Euh, donc, elle justifie les lois de l'optique géométrique quand celles-ci sont applicables et les complète ou les corrige quand elles ne le sont plus. Voilà, donc elle apporte en fait du grain à moudre à cette fameuse limitation de l'optique géométrique. Bon, elle apporte ses apports complémentaires euh, on va dire, voilà, elle apporte ses apports supplémentaires à l'optique géométrique, l'optique ondulatoire. Voilà. Et alors vous allez me dire, ouais, mais alors, dans l'optique géométrique, on étudie les systèmes. Dans l'optique géométrique, on étudie quoi? Les systèmes optiques spécifiques, tels que je vous ai décrits tout à l'heure, hein, microscope, miroir, loupe, télescope, appareil photographique, etc., etc., lentilles, etc. Alors vous allez me dire, ouais, dans l'optique ondulatoire, on fait quoi? Ben, on va étudier quoi alors en particulier? Ben, on va étudier, bien sûr, vous comprendrez, les interféromètres, les réseaux de diffraction, les appareils destinés à étudier la polarisation. Donc c'est un peu spécifique. Oui, c'est un peu plus spécifique, fatalement. Hein. Voilà, bon, voilà, c'est un peu spécifique. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, oui, et l'optique quantique, ben, on s'est rendu compte juste au début, donc là c'était le 17e, là c'était 2 siècles plus tard, le 19e, et là c'est au 20e siècle. 20e siècle. Donc 17, 19 et 20. Donc 2 siècles après l'optique ondulatoire, 1 siècle après l'optique quantique. Ben là, ce qu'on s'est dit, ben, que on s'est rendu compte donc au début de ce 20e siècle, début du 20e, hein, j'ai bien dit début du 20e, voilà, que la lumière n'était pas absorbée par la matière ou émise par une source lumineuse que sous forme de quantité bien définie d'énergie qu'on appelle, bien sûr, vous l'aurez compris,
le quanta de lumière, ou ce qu'on appelle le photon. Donc, voilà. Là, elle est étudiée en tant que photon. Photon. Voilà. Là, en tant que onde, là, onde optique ondulatoire en tant qu'onde, et ça ne suffit pas, bon, optique quantique en tant que l'optique en tant que particule, qui est le photon. Voilà. Voilà. Et pourquoi? Ben, grâce à cette constatation, comme je vous dis, on augmente les connaissances. Les connaissances, c'est simplement pour augmenter le niveau de connaissance qui, je veux dire, au fil des siècles, s'agrandit. Et c'est pour comprendre, je veux dire, encore, encore et encore plus, on va dire, la nature de la lumière. Voilà. Bon, donc j'ai vu les sources lumineuses. Une source lumineuse émet. Une source lumineuse émet. Ouais, mais bon, c'est comme en électricité. Hein, vous avez un générateur. Ben là, on a la source lumineuse qui émet. Voilà, un générateur. Et là, on a par exemple, le récepteur. Hein, pour faire un petit circuit électrique, là, on a le récepteur, là, on a le générateur, là, on a la source lumineuse. Et là, source lumineuse, ben, si je veux faire l'analogie avec un circuit électrique, on a la source lumineuse, et là, on aura le corps éclairé. Corps éclairé que je appelais corps éclairé CE. Corps éclairé CE. Alors, du coup, ici, c'est comme si on avait, je dirais, une analogie d'un circuit électrique avec la source lumineuse qui émet de la lumière, mais qui va être captée par un corps éclairé. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ce corps éclairé? Ben, bien sûr, vous comprendrez que comme lui, il émet d'une source lumineuse, comme lui, il émet de l'énergie, lui, il émet de l'énergie, hein, l'énergie électrique, lui, il émet de l'énergie lumineuse. Lui, il va capter cette énergie, il va utiliser cette énergie, le récepteur, qui est la résistance, ici, j'ai pris une cathode de résistance, va recevoir donc l'énergie électrique du générateur pour l'utiliser en tant que récepteur. Ici, le corps éclairé va utiliser l'énergie lumineuse pour l'utiliser pour ses besoins d'éclairement. Donc, un corps éclairé, bon, a besoin d'une source lumineuse pour être éclairé. Bon, j'appelle en tant que corps éclairé, par exemple, un corps recevant de la lumière. Et attention que, bon, il peut recevoir de la lumière, mais elle peut bien sûr en renvoyer, hein, bien sûr. Elle peut recevoir et émettre. Hein. Voilà. Voilà, un corps éclairé peut recevoir de la lumière et émettre. Et je prends le cas de figure, par exemple, je ne sais pas si vous regardez la soirée, vous avez la lune qui est éclairée. Mais la lune, en fait, elle n'est pas éclairée. La lune n'est pas une source lumineuse. La lune n'émet pas de lumière. La lune n'est pas, la lune n'est pas, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Oui, comme tout corps, elle a un corps en fusion à l'intérieur de, comme l'âme de la côte terrestre, est en fusion à l'intérieur. Bon, voilà. Mais l'extérieur, il n'émet pas comme le soleil. On n'a pas d'énergie nucléaire, je veux dire, sortie au sein du cœur de la croûte qui est le noyau. On va appeler ça noyau. Hein, on n'a pas une réaction nucléaire comme le soleil. Voilà. Le soleil est une source lumineuse, contrairement à la Terre, où eux, ils ont bien sûr de la fusion hein, en leur sein, qui est le noyau, la croûte terrestre à l'intérieur de la croûte terrestre, à l'intérieur. Donc, je considère que c'est un noyau. Hein, pour moi, c'est un noyau. Mais qu'après, bon, je veux dire, on n'a pas d'éclairement possible, parce qu'on n'a pas de réaction, on va dire, nucléaire. Fatalement, sinon, les êtres humains mourraient là, à cause des radiations. Donc, la Terre, je veux dire, hein, comme la Lune, je veux dire, sont des corps, je veux dire, éclairés. Et la Lune, pourquoi on la voit qu'elle est lumineuse? Mais c'est parce qu'elle reçoit de la lumière. Hein, hein, elle émet de la lumière du Soleil pour la réémettre. Et donc, fatalement, de la Terre, on voit cette lumière. Alors, on voit toute la Lune qui est bien éclairée, mais elle est éclairée par le Soleil. Par le Soleil, bien sûr. Alors, vous allez me dire, oui, mais est-ce qu'il n'y a pas. Ça, c'est naturel. C'est un corps naturel éclairé. Un corps éclairé naturel. Bon, maintenant, un mur je veux dire, si vous allez par exemple, il existe un musée de photographie à Marché-le-Pont, et on voit que les premiers appareils photo étaient, je veux dire, une maison. Une maison, hein, une maison comme ceci, on a une maison, je veux dire, avec de la lumière qui rentrait comme ceci, et puis après, on avait une projection sur le mur de je ne sais plus quoi. Une projection de, voilà,
sur le mur de je ne sais plus quoi par rapport. Et ça correspondait à quoi? Ouais, pour moi, il y avait quelque chose devant, je sais pas quoi, il y avait quelque chose devant. La lumière, quand elle tapait ici, ben, en fait, ça venait refléter ici. On avait vraiment l'image de ceci ici qui était tapé à l'intérieur. En fait, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement la pièce fait référence à une chambre noire. C'est comment peut-on voir une chambre noire? Ben, c'est un petit peu ça. On avait un orifice comme ceci, la lumière faisait rentrer par la chambre noire, à l'intérieur il faisait tout noir et toute la lumière qui était ici était répercutée, je veux dire, en image sur le mur. Donc voilà. Donc en fait, l'appareil photographique provenait de ce système-là, chambre noire, de ce système-là, chambre noire. Voilà. Et donc les premières chambres noires, ben, c'était des vraies chambres, des pièces pour lesquelles on pouvait entrevoir certaines images de certains objets qui étaient à l'extérieur sur le mur. Sur le mur. Voilà. Donc voilà. Ça crée des espèces de chambres. Et les appareils photo ont pris ce cas de figure-là pour faire l'appareil photo, mais en plus petit. Ils ont ramené une pièce d'habitation en plus petit pour faire une chambre photographique et qui commençait à créer des mémoires, des images mémoires. Des images mémoires. Qu'est-ce qu'une photo? C'est une image mémoire. On immortalise le temps pour avoir une image mémoire. L'image va être gardée hein, après, voilà, le plus longtemps possible, parce que quand c'était chimique, il y avait après les années, il y avait une désaltération. Ça se désaltérait, ça changeait de couleur et pour finir, la couleur partait. Hein. Si on ne protégeait pas, je veux dire, la photographie, la couleur pouvait partir. Voilà, donc je ne vais pas dire que l'image reste indéfiniment. Vraiment, après 100, 200, 300, 400 ans, mais l'image, elle part. Hein. Notamment, si on ne fait pas de nouvelle copie de cette image-là, ben, on risque de perdre, je veux dire, la qualité photographique de l'image. Voilà. Et donc, le mur peut être je veux dire, comment on appelle ça, un corps éclairé. Bon, elle reçoit de la lumière, je veux dire, euh, de l'extérieur, soit elle peut repropager ou autre. Voilà, c'est un corps éclairé. Qu'est-ce qui est un corps éclairé? Ben, tout peut être un corps éclairé. Des armoires, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez, je veux dire, tout ce qui peut reprendre de la lumière est un corps éclairé. Tout ce qui peut la réémettre, hein, la rejeter, enfin rejeter, enfin, je préfère, on n'appelle pas ça rejeter, tout ce qui peut absorber et réémettre de la lumière, bon, c'est ce qu'on appelle un corps éclairé. Et la Lune fait partie d'un corps naturel éclairé. Bon, alors ici, comme je l'ai expliqué, si j'ai une source lumineuse ponctuelle, comme ceci, voilà, une source, ça c'est une source lumineuse qui est très petite, hein, ponctuelle, bon, elle peut émettre en ligne droite comme ceci, dans toutes les directions. Voilà. Et alors on dit que si le milieu est homogène, enfin, si le milieu est homogène, un milieu, qu'est-ce que c'est qu'un milieu homogène? Ça veut dire que quand les propriétés sont les mêmes en tous les points de ce milieu. Et voilà. Et isotrope, c'est quand elle est la même dans toutes les directions. Les propriétés sont les mêmes dans toutes les directions. Isotrope. Et homogène, c'est quand les propriétés sont les mêmes en tout point de ce milieu. En tout point de ce milieu, voilà. On a, je veux dire, quand les propriétés ne changent pas en fait. En tout point. Là, on a une homogénéité, dire, du milieu. Ouais, parce qu'en fait, la source lumineuse est dans un milieu. Hein. Voilà, comme je l'ai dit, il faut un support. Un support, c'est le milieu. Le support, c'est le milieu. Voilà. Et sans milieu, il n'y a pas de. Bien sûr, vous comprendrez que s'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de source lumineuse. S'il n'y a pas d'univers, il n'y a pas de lumière. Voilà. Il faut d'abord un univers et puis penser à mettre la lumière. Mais on ne va pas créer d'abord la lumière et puis l'univers. Bon, c'est d'abord l'univers et puis la lumière. Et qui dit univers, bien sûr, c'est matière. Hein. Il faut d'abord de la matière. Il faut de la matière et puis l'énergie, puis après, bon, vient en sorte la lumière. Mais d'abord, il faut un support. D'abord le support et puis voilà. Donc il faut un milieu. Il faut un milieu. Donc, ici, on a une source ponctuelle, hein, source concentrée en un point, source lumineuse ponctuelle. Voilà. Et là, elle est dans toutes les directions ici. Voilà. Si j'ai par exemple ceci, si j'ai ceci, bon, là vous comprendrez que j'ai un faisceau de lumière.
Voilà, j'ai un faisceau de lumière. Si la source lumineuse est ici, hein, là, si on a ceci, on a avec ici ce qu'on appelle l'angle de divergence. Voilà. Et l'angle maximum entre deux rayons d'un faisceau divergent est la divergence du faisceau. Voilà. Donc l'angle maximum, ici on a l'angle de divergence, hein, ici on a l'angle maximum, c'est ce qu'on appelle la divergence. Ici, si j'ai alpha max, là j'ai un alpha donné, hein, voilà. Là c'est l'alpha max, le plus grand, mais c'est la divergence. Le plus grand c'est la divergence. Mais là c'est l'angle de divergence. Pas confondre la divergence et l'angle de divergence. Maintenant, il faut savoir qu'on peut avoir une décomposition de sources ponctuelles, hein, voilà, par exemple comme ceci, et que chacune des émettent par exemple dans une direction donnée. Voilà, on peut avoir ceci, bon, on peut avoir beaucoup de cas, voilà, on peut avoir donc une décomposition d'une source quasi ponctuelle en une source quasi ponctuelle. Bon là on a une décomposition, hein, de ponctuel en quasi ponctuel. Voilà. Donc décomposition d'une source. Ça, c'est les sources, elles sont là, hein. Décomposition d'une source ponctuelle en source quasi ponctuelle. Bon, maintenant, transmission de la lumière. La transmission de la lumière, bon, au travers de différents corps. Je vais voir la transmission, par exemple, de la lumière sur un corps. Il y a ce qu'on appelle les corps opaques, corps transparents, corps opaque, corps transparent et corps translucide. C'est juste des corps, hein, bon, des matières qui, voilà. Qu'est-ce qu'un corps? La transmission de lumière peut se faire par un corps, au travers d'un corps opaque, au travers d'un corps transparent ou au travers d'un corps translucide. Alors, le corps opaque, c'est un corps qui ne laisse pas passer de lumière, hein. Par exemple, si je prends de la tôle en fer, de la tôle ondulée, ben, si vous mettez de la tôle ondulée, je me mets derrière, je mets de la lumière ici, ben, ça ne laisse pas passer la lumière, fatalement. Si je me mets derrière la tôle, ça ne laisse pas passer la lumière. Il y a beaucoup de corps comme ça qui sont opaques, qui ne laissent pas passer la lumière. Par exemple, les planches en bois, les cloisons, un mur, etc., etc. Enfin, tout ce qui ne laisse pas passer la lumière, une porte en bois, ça je l'ai dit, des caisses en plastique, etc. Enfin, des cartons. Voilà, tout ce qui ne laisse pas passer la lumière, ben, ce qu'on appelle des corps opaques. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un corps transparent? Un corps transparent, c'est un corps qui laisse passer la lumière et qui permet donc de distinguer les objets. Par exemple, une vitre. Une vitre. Un carreau. Attention que les vitres, il y a différents types de vitres. Un carreau qu'on voit, hein. C'est un carreau qu'on voit de l'autre côté. Si je me mets là, ben, je veux dire, on met de la lumière, ben, on voit. Enfin, le bonhomme voit la lumière, c'est ça qu'il y a. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir? Un carreau, vitre, plastique transparent. Ben justement, corps transparent, plastique transparent. Un plastique transparent. Hein, donc vous mettez votre main de l'autre côté du plastique, vous mettez de la lumière, enfin vous mettez vos yeux ici, vous mettez votre tête, vous mettez vos yeux, ben, vous mettez la lumière, on verra la lumière au travers du plastique transparent. Du plastique tout court. Plastique, papier plastique, voilà. Voilà, du transparent. En voilà un. Là, ici, vous voyez, ici. Voilà, ici. Mais là, la lumière, elle va passer, elle passe de l'autre côté. Voilà. Donc ça c'est le plastique transparent. Et il y a le plastique translucide, ça vous avez compris, c'est tout le contraire du corps transparent. Et le translucide, c'est un corps qui laisse passer donc la lumière et qui ne permet pas de distinguer. Donc les objets, par exemple, je prends le cas par exemple du verre dépoli, du comment on appelle ça enfin, bref, je reviendrai sur le nom par après. Il y a les briques en verre. Je sais pas si vous.
Il y a des briques carrées en verre qui sont de différentes couleurs qu'on retrouve dans les salles de bain. On a les blanches, les bleues, bon, on a différentes couleurs. Hein. On les monte pour ne pas voir quelqu'un dans une salle de bain, mais au moins on voit la lumière qui va passer. Attendez, ouais, on ne permet pas de voir l'objet, mais la lumière passe. La lumière passe. Alors il y a plexiglas, voilà, c'est ce que je disais, plexiglas. Plexiglas. Il y a le plexiglas, le verre dépoli. On peut avoir papier huilé, voilà, etc., etc. Il y a différentes. Les cours translucides, il y en a beaucoup en fait. Voilà, je crois que j'en ai dit assez pour ce qui concerne voilà, la lumière, et je verrai dans une autre vidéo, je vais dire plus tard, dire des aspects un peu plus, dire. Alors nous, pour l'optique géométrique, on va considérer que dans un milieu homogène, comme j'ai expliqué, hein, ce que c'était qu'un milieu homogène, eh bien, que la lumière va se propager donc en ligne droite. Donc quand je ferai de l'optique géométrique, je le ferai avec des ouais, une droite, ça n'existe pas. Hein. Vous le savez très bien qu'une ligne droite, ça n'existe pas. Tout ce qui est infini, les notions d'infini, je n'aime pas d'en parler, et ça, vous le remarquez depuis le début. Hein. L'infiniment petit et l'infiniment grand, hein, ça, on déduit, on tombe sur des aberrations quand on est infini, parce que qu'est-ce qui est infini? Est-ce que l'univers est infini ou pas? Je sais pas, j'en sais pas plus moi-même. Donc, donc une droite, ici, c'est infini logiquement, mais bon, est-ce qu'une droite est infinie? Qu'est-ce qu'une droite? J'ai dit tout à l'heure que même les rayons lumineux ne sont pas sous forme de droite dans l'espace, ils sont sous forme de courbe. Donc qu'est-ce qu'une droite? Je sais pas, moi, je sais pas plus ce que c'est qu'une droite. Donc ici, quand je vais entamer euh, l'optique géométrique, je vais tracer des droites, des pseudo-droites, parce qu'une droite, ça n'existe pas. Donc en vérité, je vais dessiner des petits segments et considérer que c'est une droite, que c'est infini dans les deux sens. Ou peut-être de demi-droite, je dirais peut-être avec. Parce que si la source lumineuse, elle est là, hein, si je démarre ici, c'est une demi-droite. Demi-droite. Voilà. Demi-droite. Voilà. Si la source lumineuse est là. Mais vous comprendrez que logiquement, normalement, c'est ni des droites. En vérité, c'est pas des droites, ni des demi-droites. En vérité, ce sont des segments. La lumière va aller d'un point A à un point B. Voilà. J'aurai une source lumineuse et un système optique. Voilà, un système optique voilà, qui va manipuler la lumière pour soit la dévier, soit enfin, la dévier ou agrandir un objet, la réduire, etc. On aura un système optique qui va décomposer la lumière, enfin un système optique. On aura un système optique. On verra qu'il existe différents types de systèmes optiques. Bien sûr, nous, quand nous étudierons donc la propagation de la lumière, on ne fera pas qu'étudier la propagation de la lumière. Il n'y a pas de but à étudier une propagation de la lumière, on s'en fout de la propagation de la lumière. Si on n'a pas, je veux dire, un objet, fatalement une image, et donc fatalement au travers d'un système optique. On étudiera les systèmes optiques à travers, bien sûr, d'un objet et d'une image, ou des objets et des images. Donc, en fait, et donc, c'est à partir de là qu'on va regarder, bon, si euh, si l'objet par rapport à l'image va être agrandi, enfin si l'image par rapport à l'objet va être agrandie, si l'image va être réduite, si l'image va rester telle quelle, si l'image, voilà, voilà. On va étudier ça en optique géométrique. À travers bien sûr des lois bien spécifiques de la géométrie, des lois de géométrie à la base, qui sont la géométrie euclidienne à la base, parce qu'on travaillera sur un plan, donc fatalement, on va retomber sur la géométrie euclidienne. Donc on aura les lois de la géométrie euclidienne au travers des lois dites d'optique. Voilà. Donc j'ai dit que dans un milieu homogène, la lumière se propage en ligne droite, mais sachez que la propagation rectiligne de la lumière n'est plus applicable si la lumière rencontre un nouveau milieu dont les propriétés diffèrent de celles du milieu initial. Hein. Attention à ça. Attention à ça. Quand j'appellerai milieu, vous comprendrez que
Ben, on peut avoir comme milieu l'air, le verre. Généralement, on jouera avec de l'air, du verre et un autre milieu qui sera l'eau. Eau, verre, air. Voilà. Bon, ici on étudiera, voilà, voilà, voilà. Et donc les lois ne seront pas les mêmes, fatalement. Euh, je veux dire, enfin, les propriétés seront pas les mêmes si on est dans la propriété de l'eau, qui est propre à l'eau, du verre qui est propre au verre et de l'air qui est propre à l'air. Donc fatalement, je veux dire, si je passe d'un milieu air à verre ou verre à eau, c'est pas la même chose, hein. Voilà. Voilà. Et ça, je verrai, hein. Je verrai donc euh, euh, toutes les généralités, donc, euh, et je veux dire les lois concernant, je veux dire, la géométrie optique. Optique avec, bien sûr, j'étudierai les systèmes optiques. Systèmes optiques. Il y a différents types de manières de les étudier, mais il y a moyen de l'étudier avec des matrices, hein. Bon, ben moi, je vais l'étudier dans un premier temps au niveau de géométrie euclidienne et puis après à travers des matrices. Ben, chaque chose en son temps. Déjà, au niveau de la lumière, j'ai pas terminé de définir la lumière. Je n'ai que parlé un petit peu de la lumière, mais on verra que la lumière au niveau ondulatoire, comment, enfin, je veux dire, son aspect, comment elle est, sa caractéristique, comment elle est, ça, de la lumière. Voilà. Au travers des radiations bien sûr, électromagnétiques, voilà, de l'onde, de l'onde, de l'onde, voilà, de la vibration ondulatoire. Vibration ondulatoire va engendrer, je veux dire, une quantité bien spécifique de la lumière, qui sont euh, ces rayonnements. Voilà, je vous remercie beaucoup.